dans l'histoire du capitalisme en général, et pas seulement du capitalisme d'exploitation coloniale, parce que, en fait, ces compagnies étaient des sociétés par action. Et c'est lié à l'invention de tous les mécanismes de la bourse à Amsterdam entre 1600 et 1630, etc. Il y a des sociétés par action avec des actionnaires qui ont des parts et qui reçoivent des dividendes annualisés avec un conseil qui est un conseil, c'est très, disons, contemporain dans la structure de direction, par exemple la compagnie hollandaise des Indes orientales. Et on a dit, du coup, ça c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'étaient justement les structures de l'expansion ibérique. C'est plus efficace, c'est plus, etc., etc. Alors, dans les faits aujourd'hui, on est un peu revenu de ça. C'est-à-dire que l'efficacité des compagnies des Indes, de ces nouveaux instruments, en fait, de l'expansion, elle est beaucoup plus disputée parce que d'abord, in fine, elles feront toutes banqueroute, elles seront soit dissoutes par les pouvoirs souverains. La compagnie hollandaise des Indes orientales, on a beau dire c'est un truc magnifique, en 1799, elle est rachetée pour un florin symbolique par la couronne des Pays-Bas, et en fait, ça fait déjà 80 ans qu'elle est en crise de trésorerie. Donc, si elle a eu un âge d'or, il a été finalement relativement bref. Et comme la compagnie britannique des Indes, elle a probablement beaucoup plus coûté qu'elle n'a rapporté. Ou plus exactement, elle a rapporté à des individus privés, c'est aussi l'histoire de la colonisation, mais elle a beaucoup coûté au pouvoir souverain, aux couronnes, etc., qui ont dû en fait protéger avec, avec la Navy, avec des troupes coloniales, etc., ce qui était en fait de l'ordre de l'investissement privé. D'où d'ailleurs tout le débat sur le capitalisme colonial, est-ce qu'il a rapporté ou pas? La question c'est plutôt à qui et quand, parce que là, évidemment, il y a un pouvoir qui entretient les colonies, et puis il y a des aventuriers capitalistes qui peuvent, le cas échéant, en tirer profit. Le dernier, donc voilà, il faut quand même relativiser aussi, pour dire l'efficacité, etc., de ces choses qu'on a présentées comme des constructions. Et en comparant par rapport, donc, par exemple, aux marchands musulmans qui ont connu une sorte de revival très important au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu une vraie prospérité musulmane de ces marchands musulmans, qui est, pour certains, qui étaient à un niveau de développement commercial équivalent peut-être à celui réalisé par les Européens. Comment expliquer que ces marchands musulmans, finalement, au XIXe siècle, dans l'océan Indien notamment, ils disparaissent, ils deviennent peut-être moins centraux? En fait, je ne suis pas sûr qu'ils disparaissent. Qu'ils soient moins centraux. Peut-être, non, mais... Pas sûr du tout. Hein. Non. Et en fait, je pense qu'ils disparaissent jamais vraiment. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que dans les comptoirs portugais de l'Inde, l'essentiel du capital, du cash flow, qui permettait les achats d'épices, etc., c'était pas du capital ibérique, c'était même pas du capital italien, c'était du capital indien, du capital hindou ou du capital musulman. Les grands financiers, en fait, les grands capitalistes étaient ceux-là. Au XVIIIe et au XIXe siècle, si on regarde les réseaux Hadrami, les réseaux du Sud-Yémen, ces grandes familles Hadrami qui aujourd'hui encore, par ailleurs, peuvent avoir un cousin Premier ministre, si tant est que ça existe en Arabie Saoudite, un autre Premier ministre à Singapour, etc. Les grands clans Hadrami, c'est vraiment l'océan Indien, de la péninsule jusqu'à l'Asie du Sud-Est. La famille Alatas, par exemple, la famille Alatas, qui est une des familles les plus riches du monde, et qui a comme ça des branches qui présentent partout autour. Je ne suis pas sûr qu'ils aient complètement disparu. En tout cas, au XVIIIe siècle, non. Ça, c'est clair et net, parce que les Britanniques sont en négociation directe avec eux, y compris pour se procurer de la force de travail. Et au XIXe siècle, dont je suis beaucoup moins spécialiste, je ne sais pas, mais le fait est qu'ils existent toujours, par exemple, au XXe siècle. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours là, ils sont peut-être moins visibles par moment, mais en Inde, bon, c'est Chris Bailey, c'est les premiers travaux de Chris Bailey. Il montre quand même les grandes dynasties de capitalistes indiens du XXe siècle, les types qui vont être les financiers du congrès de Gandhi, et surtout les potes de Nehru. Ces gens-là, en fait, sont les mêmes familles dont l'histoire remonte aux années 1750-1780. Voilà. Et c'est eux qui ont profité de l'affaire d'Afghanistan en finançant la conquête britannique, etc. Donc, ils sont là sur 200-300 ans, et ils sont même là après les Britanniques. Même chose au Japon. Oui, donc il y a des histoires longues, très longues de ça. Des capitalistes. Ouais. Des capitalistes asiatiques. Merci. Alors, peut-être parce que nos deux camarades sont moins spécialistes. Je veux bien dire capitaliste. Oui, tu veux bien, parce qu'on passer. Il y a la question de la culture dont je voudrais que vous parce que là, ça sera tout autre chose. Donc, sur le capitalisme, j'aurais tendance à... 1100, c'est comme monde, monde capitaliste. Mais simplement de dire, c'est quand ce que nous avons pris l'habitude d'appeler économie
se déconnecte du reste du social. En tout cas, n'est jamais déconnecté complètement, mais s'autonomise très fortement. Ce qui n'apparaît vraiment visible en Europe qu'au fin 18e. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on connaît une discipline qui pense ce genre de choses. Alors, dans le jeu d'échelle que j'avais fait des sociétés, puis des interconnexions entre sociétés, c'est évidemment ce qui fonctionne dans les interconnexions, on peut s'autonomiser. C'est très brodélien d'ailleurs de dire ça. Mais à l'intérieur de chaque société, en général, cette part de ces échanges, de ces interrelations entre sociétés est suffisamment faible pour que la production et la consommation, pour éviter de dire le mot économie, soient particulièrement bien contrôlées. Alors je tiens des propos extrêmement généraux, mais pensez-le d'une manière très concrète. Je vais tourner vers l'homme du 19e siècle. Quand on enseignait naguère le 19e siècle à l'école, il y avait un chapitre qui s'appelait Le printemps des peuples, et puis un chapitre, les mouvements des nationalités, et puis, donc du politique, et un chapitre qui s'appelait La révolution industrielle. Mais on ne faisait pas la relation entre les deux. Or, l'un d'entre eux consiste, la révolution industrielle, à rapprocher, à diminuer les distances, c'est le télégraphe, le préféré, etc., tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. L'autre, c'est construire des barrières, des frontières, des taxes douanières, même si le mouvement libéral, à ce moment-là, des politiques protectionnistes. Enfin bon, on a des éléments, alors, des choses complexes. La monnaie pouvait plutôt fonctionner dans l'ouverture jusqu'en 14, mais avec une unification sur les talons noirs. Mais on a là quelque chose qui est, je dirais, une espèce de base continue du processus qu'on peut lire très bien en Europe et qui est tout à fait mondial au sens de l'ensemble des sociétés contemporaines actuellement, qui est un fractionnement, ou si vous voulez, l'échelle du politique à l'échelle locale, et l'échelle de l'économie, c'est au niveau global. C'est très facile de lire le monde dans l'international où fonctionne le politique et les interrelations entre les États, d'une part, et d'autre part l'économie où on a des GAFA, où on a quelque chose qui, certes, s'appuie sur des États, mais sur plusieurs États. Le syndrome du paradis fiscal pour aller extrêmement vite. Il y a un petit calcul que j'aime bien faire, qui est extrêmement élémentaire et très pédagogique, qui consiste à diviser, c'est très bête, vous allez voir, ça consiste à diviser la population mondiale par le nombre d'États. Ce qui nous donne un chiffre qui n'a aucun sens, qui est celui de la population moyenne d'un État. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le commencer avec l'ONU en 1945, vous allez avoir quasiment une constante, autour de 35 millions. C'est vraiment très simple. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a 190 États. Oui, il y a à peu près 200 États reconnus. 51. Mais on en 51 a... 45. Voilà. Vous avez eu... on a eu toutes les décolonisations successives jusqu'au Portugal, on a eu l'éclatement de l'Union soviétique, de la Yougoslavie. Mais aujourd'hui, il y a un de mes collègues qui a fait une carte des États potentiels. On en est à 230. Du type Catalogne, si vous voulez. Bon, donc il y a quelque chose, dans le monde c'est considérable. Alors l'Inde, l'Indonésie, pour être sur ton terrain, on est là dans des domaines où il y a des potentialités colossales. La dernière en date, c'est le Soudan du Sud. Alors c'est pas réjouissant, hein, c'est rarement réjouissant d'ailleurs ce genre de choses. Mais voilà, vous avez ce genre de phénomène, c'est-à-dire que plus le niveau économique mondial s'épaissit, pour faire une phrase très rapide, plus le niveau politique devient petit. Et il me semble qu'il y a une interrelation entre les deux. Voilà, il y a une interrelation, ceci dit, on ne sait pas, peut-être après, c'est de voir comment ça fonctionne, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le 19e siècle, vous l'avez dit, c'est à la fois le moment où les États-nations s'affirment et où la mondialisation, donc de type économique, culturel, accélère. Donc on a l'impression que c'est deux choses contradictoires. L'État-nation, c'est un phénomène rétrécissement, d'approfondissement interne, la mondialisation plutôt même de dilatation externe, mais les deux cohabitent, ce qui me paraît de toute façon un point clé pour aller jusqu'à aujourd'hui, qui caractérise le phénomène de mondialisation. Il y a à la fois des phénomènes de convergence et à la fois des phénomènes de différenciation. Les deux vont de pair. Oui. Le problème, il me semble, c'est que dit comme ça, c'est un point de vue qui est vraiment vu depuis l'Europe, puisque on peut encore une fois lire ça d'une autre façon et essayer de distinguer, parce que c'était quand même, vous avez parlé à la fois de capitalisme, d'invention du capitalisme et d'industrialisation. Et si on se place sur les 2 derniers siècles, en fait, il s'agit tout de même de choses un petit peu différentes. On peut aussi
On peut aussi faire une histoire de la façon dont le capitalisme est objectivé au XIXe siècle et dont il est critiqué, et dont il est pensé immédiatement comme un produit européen, et dont la critique d'ailleurs est strictement intra-européenne. C'était un des reproches qui avait été fait à Marx, d'imaginer que le problème de la colonisation ne se posait pas vraiment, parce qu'à la limite, ce qui était bien dans la colonisation de l'Inde par les Anglais, c'était que ça allait hâter le processus d'industrialisation, et donc hâter à terme la révolution en Inde. Et donc on avait un regard comme ça, qui était un regard qui était posé depuis l'Europe. Et puis, donc, cette histoire du capitalisme, elle est très compliquée, parce qu'en fait, on peut difficilement faire abstraction de l'histoire du discours sur le capitalisme et de la façon dont il a été objectivé. Aujourd'hui, il me semble, dans le collectif qu'on a publié l'an dernier, c'était une des choses qui m'avait beaucoup intéressé, c'était de reprendre cette question-là à partir des pratiques de l'industrialisation à l'échelle du monde. Et ce que montrait François Jarich, par exemple, c'est que loin d'un modèle diffusionniste qui partirait de l'Angleterre avec cette révolution industrielle qui naîtrait en gros au tournant des 18e et 19e en Angleterre et se diffuserait dans l'ensemble du monde, les formes du travail industriel, on les voyait apparaître un petit peu partout dans le monde, dans des endroits assez inattendus. Et là, il ne s'agit pas de faire comme Tom Rance, de comparer l'Angleterre et la Chine. Il s'agit juste d'examiner, par exemple, très concrètement, comment au Mascareigne ou dans les Indes occidentales, dans le cadre d'économie de plantation, se mettent en place des structures de production, des nouvelles façons, des nouvelles modalités d'exploitation de l'homme par l'homme, qui vont ensuite revenir en Europe dans ce moment-là. Mais là, c'est toujours l'Europe, ce dont tu parles, si on est au Mascareigne dans les plantations. Oui, pas en Espagne. D'accord, mais si c'est une économie de plantation, non, mais je veux dire, là, l'argument ne porte pas totalement. Est-ce qu'il y a dans des lieux totalement dénués d'Européens ces formes-là qui s'inventent ou pas? Alors, ça, c'est un autre point. Alors, c'est un autre aspect de la question, c'est par exemple d'imaginer ce que l'importation des cotonnades d'Angleterre vers l'Inde fait aux structures de la production de textiles indiennes qui existaient avant l'arrivée des Anglais. Et là aussi, mais c'est une autre façon de voir. On est moins dans les pratiques industrielles que dans le système économique, en fait, dont on peut montrer qu'il est détruit par l'importation anglaise. Une importation qui est complètement mondialisée, puisqu'il s'agit de travailler à partir souvent de coton. Le coton américain qui est lui-même produit grâce à de la main-d'œuvre africaine. Détruit pas très longtemps, parce qu'on sait que l'industrie textile indienne redémarre vers 1860-70. Détruit puis intégré. C'est un moment assez bref, en fait, ce moment où l'industrie, donc la filière textile indienne est vraiment mise à mal au début du 19e par les cotonnades anglaises. Alors, on va terminer peut-être, et après on prendra les questions, peut-être un dernier point sur la culture, comme aussi dimension de la mondialisation. J'étais parti dans l'introduction, il me semble que ça fait partie de la définition difficile de la mondialisation, c'est l'idée qu'on appartient à un monde 1. Alors, je voudrais partir avec Christian. Un monde 1, notamment, c'est la cartographie, c'est les globes qui ont été une première forme de mise en œuvre de cette conscience d'un monde uni. Je voudrais qu'on demande peut-être des globes pas trop longs, pour que tout le monde ait... Bon, ce serait très court, mais il faut remonter Eratos. Donc, les globes grecs, c'est-à-dire de fait les globes arabes, européens ou persans, c'est déjà une conscience effectivement d'un tout. Et je sais bien que j'entendais ce matin qu'il y avait une association aux États-Unis de ceux qui pensent la Terre plate. Bon, donc il y a toujours eu il y aura peut-être encore longtemps ce genre de vision contrefactuelle. Mais on a cette perception d'une unité du monde terrestre qui a été ensuite retravaillée, c'est d'ailleurs l'histoire initiale du découpage du monde en continent, par une grille de lecture religieuse dans toutes les sociétés. Et la cartographie chinoise n'est pas profondément différente. Simplement, il s'intéresse assez peu à la rotondité terrestre.
Et donc un plan quadrillé du type Mercator leur convient beaucoup mieux pour gérer l'Empire, parce que c'est une finalité pratique. C'est pas très loin de la cartographie de Cassini d'ailleurs, qui est vue là sur le plan technique. Donc la perception assez générale d'un monde 1, c'est assez largement partagé. Ensuite, c'est la manière dont on va le mettre en scène. J'aime bien l'idée de théâtre du monde, l'expression du XVIe siècle, pour les atlas. Baroque, théâtre du monde. Voilà, non mais c'est théâtre c'est comme ça que ça s'appelait avant que Mercator mette le personnage Atlas sur une ouverture. Et qu'on appelle ça un Atlas. Mais ça veut dire alors, livre de cartes, si vous voulez, le théâtre du monde. Donc vous avez cette perception jusqu'à ce qu'au fin 16e, les Européens imposent une carte que j'ai encore bien souvent et que j'entendrai sans doute encore souvent appelée normale, c'est-à-dire le planisphère orienté au nord, avec le méridien de Greenwich au milieu. Vous savez que dans la plupart des enquêtes qu'on peut faire, j'ai participé à ce genre de choses sur le plan scolaire, quand on demande pourquoi on peut piéger les gens en commençant par l'équateur, pourquoi c'est le parallèle 0. Mais si on demande ensuite pourquoi le méridien de Greenwich est le méridien 0, la réponse est la même, c'est parce qu'il est au milieu. Donc vous avez là quelque chose qui montre bien l'empreinte. C'est pas le choc des cartes, hein. Là c'est l'imprégnation subliminale des cartes pendant des siècles, qui fait que dans des manuels scolaires argentins, moi je pensais qu'ils étaient comme les Australiens qui ont fait une nouvelle cartographie où ils seraient au milieu, en haut. Les Argentins en avaient marre d'être eux en bas à gauche, et en bas à droite pour les Australiens, et que donc les Argentins avaient, surtout qu'ils ont des vues sur l'Arctique, avaient une cartographie différente. Mais pas du tout, je me suis fait rétorquer que les manuels scolaires avaient des planisphères normaux. Très bien. Peut-être un mot, Sylvain, tu en as un peu parlé tout à l'heure en parlant du saint-simonisme, hein, le désir de concilier l'Occident et l'Orient, notamment le projet de Lesseps, construction de canal de Suez. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur les grandes idéologies universalistes du 19e, du 27e? Ah oui, je mets les gens à la torture devant des questions pareilles. Alors, on pourrait citer, je ne sais pas, il y a dans les idéologies, par exemple, on peut peut-être parler des idéologies, la circulation, on a parlé tout à l'heure avec Laurent de la circulation des idéologies socialistes, des anarchistes, l'idéologie anarchiste, on retrouve à Mali, à Cuba. Elles ont la présentation, je mettre mon coup comme ça. Elles ont leurs caractéristiques, et c'est ce qui fait que le 19e et le 20e siècle, d'ailleurs, ce point de vue-là, sont pas tellement différents. Elles sont fondamentalement internationalistes avant d'être mondiales. Hein. Donc leur véritable échelle d'analyse, c'est la nation. Pour la dépasser, on est d'accord, mais c'est de cette façon-là qu'elle se situe. Les pensées du monde, tu dirais, il me semble qu'elles sont plus inconscientes que ça. On les voit à l'œuvre dans des mouvements qui sont plutôt des mouvements industriels, d'une certaine façon, là pour le coup, le premier saint-simonisme, ou alors, je ne voudrais pas empiéter sur les plates-bandes de Christian dans cette espèce de geste cartographique qui apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui est très important au XIXe et qui commande une partie de l'œuvre de Jules Verne, justement, qui est l'invention du blanc de la carte. Cette idée que pour désigner l'inconnu géographique en Europe et aux Amériques, on va, dans le courant de la seconde moitié du XVIIIe siècle, inventer ce signe particulier qui consiste à mettre du blanc sur les endroits de la carte où on prétend que personne n'est allé, c'est-à-dire on n'est pas soi-même allé, donc on enlève tous les dessins qu'il y avait autrefois, les montagnes, les peuples, les villages, les animaux, les arbres. Et ce geste-là, il est intéressant à interpréter, puisque on va le retrouver partout. Hein, c'est Conrad qui dit, en voyant le centre de l'Afrique quand il est petit, quand je serai grand, j'irai là. Il met ça ensuite dans la bouche de Marlowe dans Le Cœur des Ténèbres. Et ce geste cartographique, il semble qu'on peut interpréter de deux façons différentes, qui effectivement émergent au début du XIXe siècle,
mais sont encore quand même prégnantes très fortement aujourd'hui, puisqu'elles irriguent le courant post-colonial des études du monde. C'est que pour une part, vous pouvez considérer ce blanc comme une sorte d'injonction socratique, en quelque sorte. C'est le désir de connaissance. C'est ce qui doit être comblé. On identifie ce qui, sur la carte, doit un jour être vraiment dessiné pour parvenir à une véritable connaissance. Et donc on commence par enlever la fausse connaissance. C'est une façon positive de voir les choses. Et puis il y en a une autre, qui est justement alimentée par le discours post-colonial, qui consiste à dire que, en fait, quand on a enlevé toutes ces représentations figurées, on les a peut-être enlevées parce qu'elles étaient fausses, mais du même coup on a enlevé les peuples, on a enlevé les animaux, on a enlevé les arbres, donc on avait quand même conscience qu'ils occupaient préalablement cet espace, et on l'a transformé en terra nullius, c'est-à-dire en espace qu'il était loisible de s'approprier pour effectivement celui qui allait le dessiner pour la première fois. C'est pour ça, là, c'est juste un truc. En fait, toi, tu penses Michelet, par exemple. Moi, ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est Humboldt. Parce qu'il y a là-dedans, dans ce geste d'effacement, effectivement, notamment du naturel, et dans le geste qui va consister à ne plus mettre que sur les cartes que de l'humain, du politique, de la cité, etc. Il faut préciser. Alexandre de Humboldt, qui a un pont vivant, non seulement entre le 18e et le 19e, mais bon, Ratard, Cosmos est publié en 1865, donc il meurt à peu près à ce moment-là, mais qui est aussi un pont entre une très ancienne tradition d'histoire naturelle, qui voulait décrire d'un même tenant le monde, y compris les non-humains, les animaux, les végétaux, etc., et puis un 19e siècle qui, au contraire, va spécialiser tout un ensemble de savoirs. Voilà. Parce que c'est ça aussi le monde. Et la conscience du monde, aujourd'hui, ça ne peut d'ailleurs pas être vraiment autre chose que la conscience de relations dégradées entre l'homme, son environnement, l'homme, les non-humains, etc. Alors, voilà, les océans meurent, il n'y a plus de papillons dans les campagnes, etc. Là, il y a eu un moment, voilà, probablement entre 1750 et 1850, où une vieille tradition d'histoire naturelle, quand même, nous exhortait précisément à ne pas dépeupler trop vite les cartes et à penser ensemble tout ça. Ouais, c'est une autre histoire pour le coup du capitalisme qu'on peut écrire avec ça aussi. Hein. Et on peut mettre en relation ce triomphe de la figure du blanc de la carte avec, si on veut, l'extermination des bisons d'Amérique en l'espace d'un siècle. Et tout ça fait l'objet au même moment de critiques. Hein. Les baleines chez Michelet. Pardon ? Les baleines chez Michelet. Oui, voilà. Mais Michelet, par exemple, nous explique que les baleines, c'est un scandale, elles sont en train de disparaître, mais Jules Verne explique la même chose au même moment dans les voyages extraordinaires. C'est ce sentiment que la marche du monde, et aussi, c'est un phénomène propre au 19e et au 20e, que cette marche du monde, elle s'accélère. Et qu'il faut ralentir la mûre, essayer de réfléchir à ce qui se passe, là aussi, c'est quelque chose de très contemporain. Donc là, oui, ce que vous dites, c'est effectivement, c'est le monde au sens d'anthropocène, cette conscience du monde dont vous parlez. Bon, moi j'avais plutôt l'ancienne conscience du monde, l'idée d'un monde humain, celui que pensent et qu'interprètent donc les humains, donc à travers toutes les grandes idéologies. Est-ce que dans la salle, à ce moment-là de notre discussion, est-ce que vous voulez intervenir, demander des choses? Je veux dire juste une phrase, puisqu'on a parlé très justement d'Alexandre de Humboldt. Il a beaucoup écrit, mais une chose importante pour notre époque, il dit dans les pays, disons colonisés par commodité, enfin genre le Cuba, les pays d'Amérique espagnole où il se promène, un homme de science est très heureux. Mais un homme d'honneur n'est pas très heureux. C'est-à-dire qu'il était déjà pas à l'aise dans cette ambiance de supériorité. Et je trouvais ça assez frappant compte tenu de l'époque. Sa double identité. Ouais. Comme homme de science, il est pas. Il dit dans les considérations sur. Parti ailleurs. Il mesure la hauteur des montagnes de Colombie ou de Venezuela, alors que les gens l'ont pas fait avant lui. Enfin, vous voyez, c'est un homme très heureux. Mais comme homme court, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a conscience qu'il a confiance. Il dit encore littéralement, je réfute absolument l'idée désolante de races inférieures et de races supérieures, en 1804. Mais il y a des tas de problèmes.
Il y en C'est un a gros qui problème, sont ouais. délicieuses par des Cubains qui sont d'intelligents hommes d'entreprise, mais qui ont de vrais esclaves noirs, éclairés par le gaz. Enfin, vous comprenez, il y a des mélanges tout de même culturels qui sont un peu incroyables. Et ces gens le reçoivent de façon délicieuse. En tout cas, c'est étonnant parce que quand on voit l'évolution, par exemple, de l'anthropologie au XIXe siècle, qui sera en grande partie une anthropologie naturaliste, qui va mesurer les crânes, donc racialiste, la position de Humboldt qui diffère totalement de cette option, vraiment étonne, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi je trouve que Sylvain, il a évacué un peu rapidement ma question des anarchistes, des idéologies, parce que c'est pas, tu dis que on ne peut pas penser, par exemple, ces mouvements politiques, le socialisme, l'anarchisme, que sans considérer l'État-nation, enfin, la dimension internationale des États. Mais le mouvement anarchiste, le mouvement socialiste, il passe par-delà les États. Bien sûr que les militants ont une inscription qui est plutôt espagnole ou italienne, que sais-je. Mais enfin, c'est typiquement ce qu'on appelle du transnational. C'est pas du tout de l'international, les idéologies. Voilà, c'est une petite pique que je lui adresse. On va peut-être dire un mot aussi du rôle des religions, quand même. Oui. Une question? Oui, dans la deuxième partie de la table ronde, vous avez parlé de capitalisme, son fonctionnement. Qui dit capitalisme dit capitaux, qui dit capitaux dit investissement, qui dit investissement dit avenir. Vous avez parlé des grandes idéologies, internationalistes, l'anarchisme, le socialisme. C'est aussi une pensée de l'avenir. Finalement, qui a inventé l'avenir, voilà. Qui a inventé la notion de progrès? Franchement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en Europe, c'est important. On dit souvent que c'est quand même les lumières à la fin du Voilà, siècle. on dit ça souvent. Voilà. Alors si D'un temps vraiment orienté vers cette dimension du futur. donc si on met ça dans notre problématique de la Ferguson. mondialisation, je crois qu'il faut prendre en considération cette question du temps. Pour reprendre, et je vais revenir là-dessus, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure sur la mondialisation fin 19e, etc. Nous, historiens des relations internationales, on propose, mais je dis bien on propose, hein, c'est très contestable, on propose dans cette histoire très contemporaine trois moments de mondialisation. Cette première mondialisation, dont on a parlé tout à l'heure, effectivement les échanges économiques s'accélèrent, etc. Fin 19e. Fin 19e, oui, fin 19e, je veux dire jusqu'aux ans 14, etc. Et en gros, je dis bien en gros, c'est quand même une mondialisation impériale, où les empires et la colonisation jouent un grand rôle. Voilà. Paradoxalement, la guerre de 14, pourtant dite mondiale, interrompt certains points. Les années 20, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième mondialisation qui est, certains disent que c'est la même prolongement, avec, disons, une plus grande dose. La première mondialisation, excusez-moi, elle est impériale et c'est une période d'européanisation dans les discours. Hein. Pas du tout au sens d'aujourd'hui. La deuxième, celle des années 20, c'est une mondialisation où les États-Unis jouent un rôle plus important. Où l'américanisation, certes, commencée avant 14, s'intensifie dans ces années 20. Et, à tort ou à raison, nous proposons qu'à partir des années 30 jusqu'aux années 60, il y a eu, par certains effets, par certains aspects, des effets de démondialisation. Que ce soit la crise, la Seconde Guerre mondiale, et quels que soient les rêves de Roosevelt sur le plan économique, sur le plan politique, l'ONU, etc., du fait non seulement de la guerre froide, mais de la décolonisation, avec des États qui, à juste titre, voulaient se protéger, etc., il y a eu des cloisonnements. Et du coup, cette troisième mondialisation, avant la chute du mur, hein, Oui, fin voilà, 70, 80, etc., en quoi est-elle différente des deux précédentes? C'est que l'Europe n'est plus ce qu'elle était. C'est que, parce que même pendant ces années 20, etc., et du même coup, est-ce qu'on n'arrive pas à une vraie économie monde, une vraie culture monde, etc., parce que l'Europe est à la place où elle est, et comment dirais-je, sans plus. Et je reviens encore à la question du futur. Est-ce que tous ces processus de mondialisation n'ont pas donné au monde une conception du futur et du progrès que en gros, peut-être les Européens ont inventé? Et le paradoxe, c'est que la partie du monde qui aujourd'hui croit le moins à l'avenir, c'est l'Europe. Oui, je pense que dans tout ce que vous
Denis. Bon, disons qu'on pourrait, et peut-être qu'on en parlera dans la deuxième table ronde, on pourrait un peu contester l'idée qu'entre 1920 et 1960, il y a eu une démondialisation. Parce que 30, oui. Non, les années 20, au contraire. Mais je dirais que l'entre-deux-guerres, même 20-30 et même l'après-guerre, sur le plan culturel, il y a des phénomènes de mondialisation. Alors on cite toujours Hollywood, il y a quand même un essor de Hollywood de 1920 jusqu'à 1960. Et on peut citer sur le plan scientifique, là le Tournès connaît ça très bien, des phénomènes aussi de mondialisation avec les exils de savants allemands, etc., etc. Donc il y a tout à fait. Ce qui s'est rétréci, ce sont les espaces économiques avec la crise des années 30 et aussi donc les crises politiques ont entraîné donc, des repliements, mais sur le plan culturel, c'est pas forcément sur certains plans toujours une mondialisation. Et en tout cas, je crois que la dimension du futur aujourd'hui, ce sont les Chinois. Absolument. Pour eux, le 21e siècle sera chinois, alors que nous, en Europe, nous pleurons sur nos lauriers. Mais avec toute cette conception du futur au 19e siècle, franchement, c'est pas on voit bien que ces trois périodes, ça signifie quelque chose, hein, ça fonctionne. Après, c'est toujours pareil quand on construit une périodisation, quelle est l'idée qu'on a derrière, quels sont nos centres d'intérêt. Et là, il me paraît certain que les centres d'intérêt de cette périodisation, c'est la place de l'Europe dans le monde. Et c'est jamais qu'une façon d'aborder la question. Par exemple, même pour la première époque, avant les années 20, dire que c'est gouverné par des empires, ça dépend de quoi on parle. Parce que par exemple, si on pose la question en termes encore une fois, en termes de migration, de population, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ça marche pas, ça ne frappe pas. Par exemple, si vous remontez jusqu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, avec ce qu'on appelle le Big Switch, l'indépendance des colonies britanniques de Nouvelle-Angleterre, et donc le passage de l'Empire britannique, en gros, qui ne regarde plus vers l'Atlantique et qui regarde vers les Indes et qui s'organise différemment, mais qui va lancer ce grand empire dont on a parlé tout à l'heure, aucune influence sur les mouvements de population. Les mouvements de population. On continue au contraire à aller de plus en plus massivement à émigrer en direction des Amériques. Donc pour revenir, puisque la question à la table ronde c'était les périodisations, on ne peut que redire ce qu'on disait au début et même avant que ça commence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise périodisation, ça dépend de la question qu'on pose au passé. Oui, il n'y a pas de mauvaise périodisation, comme il n'y a pas de mauvaise carte. De projection, c'est pour les mêmes raisons. Exactement pour les mêmes raisons. Chaque fois, c'est problématique parce que en pensant à la façon dont on envisage l'idée de progrès, de futur, etc. Alors, Hartog l'a formalisé de manière très très simple, ce qui est très bien pour les... simple. Enfin, non, je veux dire ça, c'est simple quand même. Non, tout respect pour François Hartog. François Hartog, voilà. Les régimes d'historicité. Mais je veux dire par là qu'il en a fait quelque chose qui est simplifiable pour candidat au CAPES, de manière à ce qu'on fasse réciter. C'est important. Voilà, c'est très important qu'on fasse réciter. Alors, bon, dans ce cas-là, je vais faire ma récitation parce que je pense qu'il faut bien mettre l'explication en distinguant des régimes d'historicité passéistes, c'est-à-dire que l'âge d'or est derrière nous. Les régimes futuristes, le progrès, l'âge d'or est devant nous, alors ça peut être le grand soir ou l'achèvement du capitalisme, il est devant nous. Et puis, il y a un troisième type qui est le pessimiste, qui est le régime d'historicité présentiste, où il n'y a pas d'âge d'or. On a eu des illusions sur notre passé, on a eu des illusions sur notre futur, et on n'a plus aucune illusion sur notre présent. Bon, comme on fait dire dans la plaisanterie juive, je crois, notre passé est horrible, notre présent est épouvantable, heureusement nous n'avons pas d'avenir. Ça résume à peu près cette vision des choses. Or, tout ça est cartographiable. C'est-à-dire que si, avec les Lumières au XVIIIe siècle, une partie de l'intelligentsia européenne et ensuite avec l'école obligatoire, une masse plus vaste de la société européenne partage un régime futuriste, la grande masse de l'humanité est plutôt dans un régime passéiste, même s'il peut y avoir localement d'autres régimes futuristes, et ça c'est tout à fait intéressant. Aujourd'hui, si on voulait cartographier le régime présentiste,
J'aurais tendance à penser que c'est non seulement l'Europe, mais très largement les États-Unis, en tout cas au moins pour une partie des États-Unis, et très nettement le Japon. C'est-à-dire les vieux pays industrialisés, anciennement industrialisés, qui sont dans des tendances de reconversion. Évidemment, la Chine, mais pas la seule, l'Inde en large partie, et bien d'autres seraient très futuristes, au contraire. Ce qui n'empêche pas beaucoup d'être encore passéistes. Donc, je ne me risquerai pas à faire la carte, mais on peut l'esquisser, en esquisser, enfin le modèle, c'est pas mal. de ce point de vue-là, et effectivement, ça bouge, hein, mais on a effectivement un monde qui se situe par rapport à la mondialisation culturelle. C'est une manière effectivement de voir les périodes. De voir les flèches du temps. Le temps. Peut-être juste là-dessus, hein, Oui. c'est aussi ça qui a été intéressant quand Hartog a avancé ce modèle des régimes d'historicité, c'est les débats qu'on a eu autour de cette notion. Tout d'abord, faut-il réserver les idéologies du progrès à l'Europe du XIXe siècle? Question. Voilà, une vraie question, parce que voilà, des horizons d'attente tournés vers l'avenir, avec l'idée d'une perfection incrémentale, etc. On peut probablement en trouver quand même des antécédents assez conséquents au XVIIe, au XVIIIe, ailleurs. Par exemple, dans des régimes millénaristes politiques et non religieux ottomans au tournant du XVIIe. Le rapport aux religions révélées, voilà. Une vision linéaire entre la création et la fin du monde. Exactement. Donc, la théorie d'Hartog, elle repose quand même beaucoup sur des exemples qui tiennent compte des révolutions du tournant du XVIIIe et XIXe siècle. Mais une grande partie de ces voilà. Oui, voilà. Mais ça c'est le deuxième point de discussion. Et ça, on peut le discuter de plein de façons, mais par rapport à la problématique du jour, c'est la question de savoir, c'est ce que ce sont les travaux de Clément Thibault, si la notion de révolution, elle est exportable. La notion de révolution telle que l'Europe du XIXe siècle l'a léguée est exportable hors d'Europe. Et est-ce qu'on peut considérer dans un tas de mouvements qui vont être discrédités comme étant contre-révolutionnaires par les Européens en fonction de leur lecture de la révolution, en fait repérer des éléments de révolution malgré tout. Et alors le truc c'est que si on y parvient, et moi je trouve que Clément Thibault y parvient, les régimes d'historicité à la Hartog, ça saute. Oui, et le deuxième grand problème, parce que c'est un vrai problème quand même, c'est précisément que c'est Chateaubriand, le régime d'historicité. Ouais. Donc, suffit-il d'interpréter Chateaubriand pour dire que la France entière était? Donc, peut-on inférer aussi aujourd'hui, du message par ailleurs très politiquement cadré d'élite du Parti communiste ou de quelques intellectuels du PCC chinois, que la Chine est futuriste? Je veux dire, il ne faudrait pas que ça nous fasse retomber dans des formes de culturalisme qui font un peu fi du fait que le sens des durées est vraiment très inégalement distribué socialement, et que d'ailleurs, en fonction de la condition sociale, on peut avoir des espoirs très inégalement distribués dans l'avenir. C'est important, ça c'est un vrai point de discussion aussi. En Chine, c'est massif, c'est pas souhaité. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le même niveau d'optimisme entre les petites mains et les grands turiféraires. Eh bien, sur ces belles paroles et ces belles réflexions, merci à tous. Écoute, tu trouveras un moyen de dire que tu as été non, moi j'ai un temps. Je l'ai envoyé il y a un mois, Oui, il y a 3 ans. Le 25 février, L'ordinateur, c'est des choses que... c'est pas grave. Allez, on s'assoit. Bien, on va reprendre donc cet après-midi d'échange avec une deuxième table ronde qui va porter davantage sur des questions récentes, voire actuelles, que nous avons intitulé très provisoirement Culture Monde, nouvel universalisme aux ruses de la raison, impérialisme, capitalisme. Donc, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, il va y avoir la politique dans notre conversation. Conversation à 4 avec François Chauvet. Je ne le présente plus, mais comme il ne s'est pas présenté tout à l'heure, je vais le présenter quand même.
Professeur d'histoire à l'Université de Nanterre, spécialiste d'une part de l'histoire des intellectuels, d'autre part de l'histoire de la diplomatie culturelle et des relations culturelles internationales. Il a notamment publié un que sais-je sur la mondialisation culturelle et il va bientôt publier sous cette direction un collectif sur ce même thème de la mondialisation aux éditions des presses universitaires de Nanterre. Robert Franck, à sa droite, professeur émérite à Paris 1, il a longtemps occupé la chaire d'histoire des relations internationales et dirigé le laboratoire Identité, Relations internationales et civilisations d'Europe. Il dirige également la revue Monde, qui est une excellente revue qui porte précisément sur la dimension mondiale des phénomènes sociaux. Parmi ces derniers ouvrages, je signale tout particulièrement le livre qu'il a co-dirigé avec Alia Blanc, 1937-1947, La guerre monde, 2 gros volumes chez Gallimard en 2015, sur lequel il reviendra peut-être. Et puis Ludovic Tournès, professeur d'histoire internationale à l'Université de Genève, spécialiste de l'histoire des cultures musicales et du disque, mais aussi des fondations philanthropiques américaines et de l'histoire des États-Unis. Il a récemment publié un livre sur les États-Unis et la Société des Nations, 1914-1946, le système international face à l'émergence d'une superpuissance, et publié chez Peter Land en 2015. Alors il devait y avoir un 4e intervenant, Marc Abélès, anthropologue, qui a malheureusement décommandé au dernier moment. Donc nous restons entre historiens, mais entre historiens contemporanéistes, je dirais même historiens du temps proche, ce qui vous rend, je pense, assez qualifié pour parler du sujet de cette table ronde, hein, la culture monde. Alors quelques mots de présentation rapide ou de tentative de définition et de contextualisation. Culture monde, c'est un terme, sauf erreur de ma part, qui apparaît assez tardivement sous la plume de notre collègue Jean-François Sirinelli dans un article L'avènement de la culture monde qui est publié dans La culture de masse, un public qu'il avait dirigé avec Jean-Pierre Riot et publié au CUF en 2002. Ça a été repris ensuite, quelques années plus tard, par Gilles Nikoletsky et Jean Serrois, hein, dans ce livre La culture monde, alors je vais voir le titre exact quelque part, La culture monde, réponse à une société désorientée. Ça a été publié chez Odile Jacob en 2008. Alors ce terme de culture monde fait écho à d'autres termes antérieurs, je pense notamment à celui de communication monde, qui avait été employé notamment par Armand Matlar dans une série de livres, tournant précisément autour de la communication. Et antérieurement encore à la notion de système monde et d'économie monde qui, comme vous le savez, ont été pensées, théorisées par Emmanuel Wallerstein et Fernand Braudel. Alors, c'est intéressant peut-être de commencer, de partir de ce que dit Wallerstein à ce propos. Il parle d'ailleurs plutôt, lui, de globalisation, de culture globale, pour récuser en fait l'existence même d'une culture globale, une globalisation culturelle, qui serait, selon lui, une ruse de la raison impérialiste et capitaliste. Vous savez que Wallerstein est assez engagé à gauche. Une mythologie ou une idéologie, je le cite toujours, visant à camoufler l'instauration et l'aggravation de rapports inégalitaires entre les peuples, entre les pays et au sein de ceux-ci, hein, suivant les lignes de fracture de la division internationale du travail. Et donc dans cette interprétation, dans cette vision du monde, ou cette vision de la globalisation, la culture monde, dans cette perspective, serait finalement l'autre nom d'un système culturel planétaire et inégalitaire, caractérisé par des dénivellations de puissance entre régions du monde, et avec un système, comme vous savez, organisé entre centre, périphérie, semi-périphérie, etc. Alors, je voudrais, dans un premier temps, dans une première salle de questions, interroger mes invités sur cette notion de culture monde et leur poser tout simplement la question de l'existence même de cette culture monde ou cette culture globale, qui n'est pas forcément donc la même chose. Si elle existe, quels en seraient un peu les principaux caractères, les principales manifestations. Au fond, qu'est-ce qui... Alors, ça permet aussi de rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure, hein, notamment justement sur, au fond, qu'est-ce que c'est que la mondialisation, quels en seraient les principaux caractères, etc. Est-ce qu'on peut commencer déjà, les uns et les autres, à définir un peu ce que serait aujourd'hui cette culture monde ou cette culture globale? Je ne sais pas qui veut commencer.
Moi, Allez, Ludovic, lance-toi. Bon, après, Merci. oui, effectivement, la question que tu posais, c'est effectivement quelles sont les caractéristiques de cette culture. Si on admet son existence à titre d'hypothèse, moi je n'admets pas vraiment son existence, ou en tout cas je trouve qu'elle est extrêmement problématique. Surtout si on considère qu'il y a une culture monde, marquée notamment par la question de l'homogénéisation, et ça, je n'y crois pas du tout. D'autant plus que la notion de culture monde me semble avant tout être un projet politique ou intellectuel porté par un certain nombre d'acteurs, mais qui n'est pas une réalité culturelle. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une dichotomie dont on peut discuter, mais disons, entre le discours qui viserait à faire advenir une culture monde ou à postuler son existence, et puis la réalité sur le terrain des pratiques, des objets culturels, il y a un fossé quand même, semble-t-il, assez grand. Donc ça, c'est un premier aspect. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des pratiques culturelles contemporaines qui sont extrêmement mondialisées, qui sont extrêmement distinctes, et quand je dis distinctes, je n'emploie pas le terme diverse. Parce que le terme de diversité, là aussi, a une connotation, je pense, trop politique, dans la mesure où il a été essentiellement porté par les organisations internationales type UNESCO, etc., la diversité culturelle. Donc je suis un petit peu méfiant vis-à-vis de ce terme. Alors, par contre, oui, les pratiques culturelles très mondialisées, c'est sûr, avec des points de référence communs, ça c'est clair aussi. Et d'ailleurs, c'est la spécificité de la mondialisation d'aujourd'hui au niveau culturel, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de grands pôles, pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns. J'en vois en particulier, puisque je m'en occupe plus précisément, qui sont les États-Unis, mais on pourra en parler tout à l'heure. Donc il y a des grands pôles, mais par contre, je ne vois à peu près aucune référence, aucune pratique, aucun objet qui ferait l'unanimité dans le monde entier. Sauf peut-être quelques produits de la culture matérielle américaine, type Coca-Cola et iPhone, mais est-ce que ça suffit à faire une culture? Là, je pose la question, donc voilà, il y a déjà ce problème-là. Pour moi, la culture monde en tant que telle, ça pose vraiment des problèmes, et je ne vois pas, je ne vois pas que ça n'existe pas. Alors, ceci étant, le problème complexe, c'est que d'un autre côté, il me semble que la notion de culture nationale n'est plus valable non plus à l'époque contemporaine, 20e, 21e siècle. Enfin, je pense qu'elle n'a plus de sens. Ça ne veut pas dire que le nationalisme n'existe plus, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et ça ne veut pas dire que les États-nations ne sont pas importants non plus, là, mais la notion de culture nationale me semble plus pertinente du tout pour définir des objets, des représentations, des pratiques qui prennent place vraiment à l'intérieur de frontières définies. Il y a trop de circulation, trop de porosité pour que finalement ça puisse être une échelle pertinente. Alors non pas qu'il n'existe pas toujours, on en a parlé tout à l'heure, des objets, des gens, des pratiques qui ne circulent pas. Il y en a toujours évidemment, il y a la mondialisation qui connecte et puis il y a des gens qui ne sont pas connectés. Donc ça, il y a toujours des pratiques qui ne le sont pas. Mais ils sont environnés de tellement d'autres objets qui circulent, avec une dimension transnationale, qu'à mon sens, la notion de culture nationale n'est plus pertinente pour les désigner. Donc ça, je crois que ça pose vraiment un problème. Il y a du nationalisme, il y a des États-nations, mais des cultures nationales, le terme me semble vraiment de plus en plus problématique. Donc ça, je crois que c'est un premier point. Est-ce qu'on peut, après, sur les caractéristiques de ta question, moi je résumerai en 3 mots, puis après peut-être on pourra évidemment développer ça dans la discussion, mais alors si on admettait l'hypothèse d'une culture monde, alors je ne l'admets pas tout à fait, mais par contre de pratiques culturelles mondialisées, oui, et là il y a évidemment 3 mots sur le dit qui sont vraiment extrêmement importants, c'est le mot mélange, et je dis mélange et non pas métissage, parce que là aussi, métissage fait toujours référence à un mélange par rapport à une culture homogène, originelle, donc ça ne me semble pas un terme extrêmement pertinent. Donc mélange, recomposition permanente et souvent très rapide, et ça je crois que c'est vraiment une des caractéristiques de la mondialisation culturelle contemporaine. Et puis évidemment les circulations, on en a parlé tout à l'heure, mais là je pense qu'on en reparlera aussi. Voilà, donc ça vraiment ces 3 mots-là, et puis les acteurs, tu parlais des acteurs, bon, il y en a évidemment un certain nombre. Moi je mettrais au premier rang, alors c'est difficile de hiérarchiser, mais au premier rang, je dirais l'industrie culturelle, parce que quand même, elle joue un rôle absolument fondamental, ça c'est très clair. Je dirais aussi les communautés culturelles d'une manière générale, qu'elles soient sur des bases multiples, ça peut être sur des bases nationales, sur des bases générationnelles, sur des bases de couleurs, sur des bases de préférences, etc. Donc il y a évidemment ces multiples communautés, ça c'est extrêmement important.
Et d'ailleurs, je pense qu'un des aspects de la mondialisation culturelle récente des dernières 30 dernières années, c'est-à-dire la révolution numérique et l'apparition du web, c'est qu'on a une explosion de communautés culturelles tous azimuts. Quand on regarde le web, on a des communautés qui se forment sur à peu près tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment... Alors, quand je dis communauté culturelle, encore une fois, ça peut être des petits groupes, des grands groupes, hein, mais ils sont utiles. Les États, à mon avis, viennent après. Il y en a certains qui occupent un grand rôle. Bon, je pense en particulier aux États-Unis, évidemment, qui sont vraiment dans l'échelle de Richter des pratiques culturelles mondiales, devenus vraiment le point de référence au XXe siècle, au moins pendant une bonne partie du XXe siècle. Disons, depuis la fin des années 70, c'est beaucoup plus problématique. Je pense que depuis la fin des années 70, les États-Unis sont devenus une province. On parlait de la provincialisation avec Chakrabarty tout à l'heure, la centrale de l'Europe, mais je pense qu'on a aussi une provincialisation des États-Unis depuis une trentaine d'années. Et d'ailleurs, même la culture américaine n'a jamais été mondiale. Je crois qu'il faut quand même le dire une fois de plus. On parle toujours américalisation, mondialisation, on en parlera tout à l'heure sans doute, mais même la culture américaine a toujours été loin d'être mondiale. Bon, on pourrait aussi en discuter à propos du cinéma hollywoodien, puisqu'on en a évoqué tout à l'heure, mais on pourrait y revenir. Donc voilà, ça, les États me semblent viennent après. Après, il y a toute une série d'institutions infra-étatiques qui sont, je sais pas, par exemple, les musées, etc., qui jouent évidemment un rôle important. Et puis il y a toutes les organisations internationales et les institutions qui gravitent autour. Donc il y a une multiplicité d'acteurs quand même, et la liste n'est sans doute pas exhaustive. Voilà, je ne développe pas sur chacun de ces points parce que pour ne pas manger sur le temps de parole de que j'ai. D'accord, merci. Oui. Alors, moi je dirais à l'inverse de Ludovic que je crois qu'il y a des cultures mondes. Alors j'emploie un pluriel. Il n'y en a pas une, je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a une culture monde asiatique et aussi peut-être une culture monde sud-américaine. Donc en fait, je crois qu'il y a des cultures mondes liées à des ensembles géoculturels. Alors, qu'est-ce que j'entends par culture monde? Enfin, Laurent est parti de Jean Serrois. Alors moi, c'est vrai que je me suis borné, ou en tout cas j'ai réduit la définition de culture monde. Pour moi, la culture monde, c'est pas les musées, c'est pas la littérature. La culture monde, bon, c'est la culture des industries culturelles. Donc, alors peut-être qu'on empiète sur la future table ronde organisée par l'Harmattan, mais la culture monde, donc, c'est celle organisée par le cinéma, par le numérique, par ce qu'on appelait il y a 30 ans selon les acteurs de la culture de masse. Alors, je vous signale qu'il y a un bon auteur, qui disait il y a plus de 50 ans, Edgar Morin, qui a écrit un livre quand même très important, L'Esprit du temps, en 1962, qui dit il y a l'apparition de la première culture universelle de l'humanité. Donc pour lui, la culture de masse, et notamment la culture de masse américaine, symbolise donc une forme de culture universelle, en tout cas de culture monde. Donc pour moi, il y a de la culture monde, mais il y en a plusieurs, donc, comme je viens de le dire. Alors, quand je dis plusieurs, c'est par exemple, je prends l'exemple de la culture monde asiatique, et en particulier la culture du numérique asiatique. Il y a un numérique européen, un numérique américain, un numérique asiatique. La technologie est une, mais les imaginaires sont différents. Et l'imaginaire du numérique déployé en Asie est donc un peu spécifique par rapport au numérique, par exemple, américain. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que c'est un peu abstrait. Il y a donc, pour les grands acteurs du numérique asiatique, des entreprises donc, qui proposent des produits distincts des produits du numérique, en gros, américain, de ceux que proposent les GAFA. Au Japon, en Corée, en Chine, les gens ne veulent pas aller sur Facebook parce que donc ce Facebook ne leur convient pas. Donc ils vont avoir leur propre... Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais vous avez bien raison. Mais je prends... En Chine, ils ne peuvent pas. Et au Japon, ils peuvent. Et je pensais au Japon et à la Corée du Sud. Et donc, au Japon et en Corée du Sud, les industries culturelles locales ont développé leurs propres acteurs du numérique. Alors, Renren,
Renrek, c'est le Facebook chinois. Je prends l'exemple de... Donc, j'avais un chiffre en 2010, 20% seulement des Asiatiques utilisent Facebook. Les Japonais préfèrent Mixi. Les Coréens préfèrent l'équivalent de Facebook qui s'appelle SeaWorld. Alors c'est intéressant, SeaWorld, j'en ai un mot, parce que SeaWorld, c'est le principe un peu de Facebook, d'avoir des amis, mais le SeaWorld coréen du Sud reflète les valeurs confucéennes. C'est-à-dire que dans SeaWorld, on hiérarchise la liste des amis, parce que, selon la tradition confucéenne, il y a aussi au sein de la famille une hiérarchie qui est établie. Donc ce qui m'avait paru intéressant dans ces exemples, donc c'est pareil pour les moteurs de recherche, les Coréens utilisent Naver, qui est la principale moteur de recherche. Donc la culture numérique, que l'on croit être une culture purement technologique, qui ne véhicule pas un certain nombre de données culturelles, si la culture monde asiatique, donc, qui est du numérique, véhicule en partie des valeurs asiatiques. C'est pour ça que je pense qu'il faut déjà parler au pluriel des cultures au monde. Pour moi, donc, plus largement, je dirais que les industries culturelles, donc, elles sont aujourd'hui dispersées dans plusieurs pays. Et c'est plutôt donc une dispersion, comme je l'ai indiqué, géoculturelle. C'est-à-dire qu'il y a une industrie culturelle dans l'Amérique latine, avec des géants donc, des télécommunications, et surtout des groupes multimédia, comme Globo, donc au Brésil, ou comme un autre groupe multimédia mexicain, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Il y a donc au moins, je dirais, intuitivement, ces trois types de culture au monde. Au moins, j'occupe une culture au monde sud-américaine, une culture au monde donc, asiatique, une culture au monde américaine, peut-être une culture au monde européenne, mais je verrai déjà donc, une sorte de pluralisme des cultures au monde. Et après, la deuxième question, on y reviendra, c'est que la culture au monde ne produit pas forcément de l'homogénéité. C'est ce qu'a dit Ludovic. Comment commencer? Dans la baraque, c'est la fois je suis complètement en accord avec ce que dit Naëno. Et j'ai quand même envie d'ajouter la culture monde, j'y crois. Attention, j'y crois pas comme une pétition au principe, c'est ton sens de la synthèse. Peut-être, oui. Donc, côté radical, socialiste, l'emmener. Non, pour moi, la culture monde, c'est pas un résultat, c'est un processus. Et dès qu'on raisonne en termes de processus, ça permet de faire une synthèse, mais ça aboutit à quoi? C'est qu'il y a une tendance profonde, effectivement, si on s'inscrit dans cette troisième mondialisation contemporaine commencée dans les années 70, il y a effectivement un trend vers une mondialisation de la culture et une intensification interrelationnelle fondée sur cette culture globale. C'est-à-dire non seulement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement une culture monde parce que extensible au monde, mais en même temps parce que dans ce monde, les relations intersociétales s'approfondissent sur des pratiques mondialisées. Alors là où je vais être d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, si cette culture monde est un processus, les manifestations de cette culture monde, voilà, elles peuvent être des plus diverses, et pourquoi pas les différentes aires dont François a parlé. Deuxièmement, si on voit dans la culture monde un processus, premièrement, on le sait comme historien, tous les processus n'aboutissent pas. Je suis persuadé que la construction européenne est un processus. Je ne garantis absolument pas que l'Europe sera unie. Elle va peut-être dans quelques mois ou quelques années, mais ce n'est qu'un processus, ça ne veut pas dire que l'histoire est un cimetière de processus non achevés. Voilà, donc, voilà. Donc, je ne veux pas prédire l'avenir. Ce que je vois, c'est quand même cette, entre guillemets, progression de cette culture monde. Si c'est un processus, ça veut dire que ça engendre toutes sortes de phénomènes contraires. Donc dès qu'on parle de culture monde, il faut parler des phénomènes d'indifférence, des phénomènes de rejet, des phénomènes de repli. Effectivement, l'extension de la culture monde
quelle que soit la diversité de toutes ces manifestations, ça va tout à fait ensemble avec la multiplication des replis identitaires. Parce qu'on effectivement, on a peur, on refuse ça. D'où, effectivement, je reprends ce que dit François à la fin, cette culture monde, ce troisième point, n'est pas forcément de l'homogénéisation. Ça peut être une tendance à l'homogénéisation, mais ça n'aboutit absolument pas à cette homogénéisation, d'une part à cause de ce phénomène ou d'indifférence, ou de rejet, ou d'appropriation partielle, volontaire ou involontaire. Tous les cas de figure sont possibles. Et du coup, ça qui est intéressant, excusez-moi le gros mot, c'est de voir cette dialectique entre unité et diversité. Alors là, je reprends des termes que Ludovic n'aime pas, il a raison. Si on prend unité et diversité comme un slogan, c'est un des slogans de l'Europe, ou comme un programme politique, c'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux dire unité ou diversité, le processus d'unification et le processus de diversification qui, à mon avis, sont précisément parallèles. Et ce processus de diversification est d'autant plus fort qu'il y a ce processus, d'unification. Alors les acteurs, donc tout ce que vous avez dit, moi j'ai l'impression que dès qu'on parle d'acteurs, il faut déjà voir le sous-bassement fondamental de tout ça. Il est économique et social, c'est la consommation de masse. C'est l'invention par les États-Unis, je crois, par les États-Unis, de cette société de consommation à partir des années 20, qui a pris beaucoup de temps à s'étendre. Alors là, on peut toujours discuter ce qu'elle a réussi à s'étendre au monde entier, etc. Voilà. Bon, donc à partir des années 50-60 à l'Europe occidentale, d'une certaine manière, je simplifie, excusez-moi, d'une certaine manière, la chute du mur, la chute du communisme, c'est pas le triomphe de l'Amérique, c'est pas seulement le triomphe de l'Ouest sur l'Est, c'est cette aspiration universelle que l'on déploie ou pas, en fait, je veux une bagnole, moi aussi, je veux, et maintenant, pourquoi pas un ordinateur, je veux être connecté. Alors, on sera connecté de façon différente, certes, Facebook ici, etc., mais il y a cette aspiration et cette aspiration, elle peut en même temps engendrer des phénomènes de rejet. Et du coup, je reviens à ce qui a été dit par l'un et par l'autre, à partir du moment où il y a société de consommation, dès qu'on parle de culture, d'où la place des industries culturelles, qui sont le nœud de tout ça. Et je termine là-dessus, parce qu'on peut en discuter. Il y a des acteurs, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, y compris les États. C'est ça le paradoxe, les États, on peut les mettre dans le petit 1 et dans le petit 2, à la fois comme acteurs de cette culture monde, et pourquoi pas résistent à cette culture monde. Il faut aussi penser aux vecteurs, et je ne développe pas tout à l'heure sur le temps, mais la musique ou les musiques sont effectivement un bon exemple. Parce que c'est à la fois un exemple de culture de masse, qui sont un des fondements de cette culture monde, et en même temps des cultures populaires qui résistent, je veux dire, toutes différentes idées, et précisément dans ces phénomènes d'appropriation, il y a une porosité entre culture de masse qui pourrait être homogénéisante et les cultures populaires, etc. Et le tout est transformé. Bon, on pourrait faire l'histoire du rap, je veux dire, c'est à la fois une culture populaire avec des bases communautaires ou communautaire, pas forcément au sens fermé du terme, pas au sens sécuritaire, et en même temps complètement branché sur la culture. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. J'avais une utilité, mais elle m'est échappée. Merci pour cette première tour d'horizon. C'est vrai que j'avais moi-même commis une erreur presque involontaire, comme souvent les erreurs, en confondant d'emblée deux termes qui sont précisément qui ne sont pas synonymes. C'est-à-dire cette idée de culture globale, ou d'hyperculture, comme le dit Lipovetsky et Serrois, d'hyperculture, ou encore Joël Farchy également, d'hyperculture globalisée ou globalisante, qui serait, disons, d'origine américaine ou occidentale, et puis la culture monde qui, précisément, l'expression même, justement renvoyant à Wallerstein, renvoyant à Mata, etc., indique bien qu'elle n'est pas un universalisme, mais précisément plutôt une culture dans laquelle il y a des dissymétries fortes entre les régions du monde, entre les pays, entre les peuples, etc. Donc l'idée de culture monde, précisément, est une idée, ou le concept de culture monde est une idée qui ne postule pas une homogénéisation culturelle, mais qui
montre qu'il y a à l'œuvre un processus de globalisation, mais qui rencontre des résistances, qui provoquent éventuellement des crispations identitaires, ou qui provoquent en tout cas des interprétations différentielles ou différenciées de cette culture globale. Alors, moi je suis un peu comme vous, j'y crois à cette culture monde. J'ai l'impression quand même, même si effectivement on a pu voir notamment, il y a une périodisation qui a pu être faite, différente d'ailleurs selon les auteurs, mais quelque chose quand même se produit dans le deuxième XXe siècle et jusqu'à nos jours qui montre que quelque chose, quelque chose comme une culture monde serait sur le point d'advenir ou serait advenu. La marchandisation de la culture et à l'inverse la culturalisation de la marchandise, c'est-à-dire l'idée que maintenant dans le processus capitaliste, il y a nécessairement une part de créativité. Quand on parle d'industrie culturelle ou d'industrie créative, c'est bien ça, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une part de créativité dans le processus de production, de consommation et de diffusion et de consommation de masse. L'universalisation des normes techniques notamment qui produit une sorte de continuum sur la planète qui permet du coup l'échange. Je citais notamment l'exemple du trafic aérien. Voilà, on est bien effectivement dans quelque chose qui est universalisé. Si vous voulez entrer dans le jeu du trafic aérien, pour prendre cet exemple, vous devez nécessairement passer par des normes techniques, une synchronisation des horloges, des mécanismes de régulation qui sont universels. Donc ça, c'est un point qui me semble assez important. Un troisième aspect, c'est ce qu'on appelle parfois la compression de l'espace-temps, c'est-à-dire non pas la réduction des distances, mais la réduction du temps mis à parcourir ces distances, par le biais évidemment de la révolution des transports, du trafic aérien de masse notamment, mais aussi par le biais des télécommunications, l'idée qu'il y a quand même maintenant une instantanéité des messages, le fait que vous êtes quand même en relation directe avec n'importe quelle partie du monde, simplement en appuyant sur un bouton, en déclenchant votre téléphone ou en allumant votre télévision, ça me semble quand même aussi un élément qui va dans le sens de l'existence de cette culture monde. Ce que Anthony Giddens appelle dans les années 90 le branchement généralisé du local et du global. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun endroit dans la planète. C'est ce qu'on dit. Alors, pour le coup, c'est très différent de ce qu'on disait tout à l'heure. Sylvain parlait du XIXe siècle en disant qu'on pouvait encore échapper à la mondialisation. Aujourd'hui, on ne peut plus y échapper. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun espace qui soit véritablement à l'écart de ces flux d'informations, de ces flux touristiques, de ces flux de communication, de ces flux culturels, etc. Et ça me paraît important. C'est-à-dire l'idée que le local aujourd'hui est un aspect du global, ou en tout cas qu'il y a une correspondance entre les deux, voilà, ça me semble être une relation également me semble important. Et puis alors effectivement, ce qu'on pourrait appeler des métissages culturels, même si effectivement le terme est problématique parce que renvoyant à une culture d'origine qui serait homogène, ce qu'on peut appeler plutôt des syncrétismes, plutôt des hybridations, ce qu'on a pu appeler également des branchements. Mais quand même l'idée d'une hybridation des répertoires culturels, que ce soit des répertoires culinaires, que ce soit des répertoires musicaux, des images, etc. Là aussi, il me semble caractériser notre époque beaucoup plus que ça l'était dans les décennies ou les siècles précédents. Et au total, l'idée quand même d'une dilatation de l'espace de référence, l'idée que le rapport à l'autre aujourd'hui, c'est un rapport qui d'emblée s'inscrit dans un espace mondial, c'était une idée qui n'est pas si récente, enfin qui n'est pas si lointaine que ça, pas si ancienne que ça. Tu parlais d'Edgar Morin en 62 qui parle de cette communication, de cette culture monde, première culture universelle. Morin, j'aime beaucoup ce bouquin L'Esprit du temps qui est un bouquin absolument génial, mais là-dessus, à mon avis, Morin se trompe complètement. La culture américaine n'est pas universelle du tout, surtout pas pendant la guerre froide, qu'elle génère des aspirations, c'est sûr, mais je suis désolé, vous regardez les blocs tels qu'ils sont, la culture américaine se réduit, entre guillemets, ce qui est déjà beaucoup, au monde entre guillemets libre, avec les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique latine plus ou moins contrainte et forcée, mais pas du tout le bloc communiste.
Donc, voilà. Il y a des phénomènes d'américanisation. Absolument, je suis tout à fait d'accord. On va revenir à l'américanisation. absolument, comme ça, oui, oui. Comme tu le dis toi-même, l'Amérique elle-même étant objet Absolument, d'américanisation. absolument, mais elle n'est pas universelle. Alors justement, ce qui est intéressant précisément, c'est qu'il faut distinguer ce que dit Morin d'une culture monde qui se mettrait en place, une mondialisation culturelle sous la bannière américaine, et ce que disent antérieurement d'ailleurs des philosophes comme Jaspers par exemple ou Kostas Axelos dans les années 50 qui parlent d'une culture globale mais non pas d'une culture qui serait américaine ou américanisée. C'est plutôt l'idée que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité se pense sous un régime global. C'est-à-dire que il y avait quelques penseurs comme Kant qui parle du cosmopolitisme à la fin du XVIIIe siècle, etc. Ce qui est nouveau à partir du XXe siècle et notamment à partir des deux guerres mondiales qui de ce point de vue-là ont été des accélérateurs de la prise de conscience, c'est que l'humanité se pense justement sur le mode de la globalité. Se pense que les phénomènes qui touchent un point de la planète touchent les autres points. Là qu'on est tous dans une interdépendance. Et ça, c'est peut-être effectivement quelque chose de nouveau en termes dans un régime de conscience nouveau du monde. Oui, moi je suis un peu surpris là, mais Ludovic connaît mieux que moi la chose. Mais comment ne pas dire que, enfin c'est pas une apologie, mais comment ne pas dire que la culture américaine en 1960 n'a pas une dimension universelle. C'est pas une jugement de valeur, c'est vraiment quand on apprécie sa diffusion. Tu dis que la universelle et mondiale, c'est pas pareil. Oui, je ne dis pas qu'elle ne diffuse pas sur plusieurs continents et énormément, mais elle est pas universelle. Par la bande dans les pays de l'Est, on le oui, sait. Le jazz a été diffusé en Allemagne, dans les radios américaines, le jazz, le rock était diffusé vers l'Europe centrale et orientale. Donc l'Europe centrale et orientale, même s'il ne bénéficiait pas directement de la culture américaine, même si les flux étaient freinés, les gens n'ignoraient pas quand même donc cette culture, une certaine partie de cette culture. Oui, donc, pour moi, je trouve que, effectivement, peut-être pourrait-on dire que cette culture américaine n'est peut-être pas universelle, mais elle a en tout cas une diffusion qui est vraiment très très large, mondiale. Alors, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi finalement, bon, moi j'ai plutôt le sentiment quand même que c'est une culture qui a développé une immense séduction. Pourquoi cette séduction a-t-elle été aussi vive? C'est que la culture, donc cette culture monde, pour moi, une culture des industries culturelles, Morin effectivement disait qu'est-ce qu'elle développe, quelles sont les valeurs qui sont au cœur de cette culture. Ce sont les valeurs d'individualisme, alors déclinées sous la forme du bonheur, sous la forme de l'aspiration à la consommation, mais cette dimension individualiste, c'est justement un des éléments qui caractérise, je dirais la mondialisation des valeurs au XXe siècle, surtout dans la fin du XXe siècle. Je suppose, bien que je ne connaisse pas très bien la culture monde chinoise, par exemple, enfin, la culture monde telle que la développent les industries culturelles chinoises, ou le cinéma chinois, que je ne connais pas très très bien. Mais je suppose que même le cinéma chinois, pour prendre une industrie culturelle, doit d'une certaine façon aussi développer ces valeurs de l'individualisme. Et en tout cas, dans l'histoire du XXe siècle, il y a une chose à laquelle je pense, c'est que cette culture donc, de la consommation a été un concurrent pour, par exemple, les cultures totalitaires. En Italie fasciste, dans les années 20-30, qu'est-ce qui concurrence la culture donc, de l'État fasciste? C'est la culture de masse américaine. Et qu'est-ce que retiennent les Italiens qui consomment les films américains dans les années 30? Ils retiennent le fait qu'en s'identifiant aux stars, au mode de vie tel qu'il est présenté, au mode de vie américain, l'individu qui regarde va développer, je dirais, ses potentialités individuelles. Alors, bon, tout ça pour vous dire, ça rejoint un point que Marcel Gauchet développe beaucoup dans son, vous savez, le philosophe qui a écrit une grande fresque sur les démocraties de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et dans le dernier tome sur les démocraties, qui est consacré disons, à la période 1970 à nos jours, Gauchet dit le capitalisme a triomphé finalement depuis les années 70 parce que, c'est ce que disait Laurent, il a su s'appuyer sur cette dimension individuelle
et cette dimension individuelle, la consommation, à travers la consommation donc, des produits culturels, la favorise. Donc ça c'est un point qui me semble intéressant dans les phénomènes de mondialisation. Il y a mondialisation capitaliste et le capitalisme chinois ou le capitalisme asiatique. Lui aussi il va sans doute, il s'appuie, je suppose, parce que je ne connais pas très bien quand même la chose, je dois avouer, je suppose que ce capitalisme culturel asiatique ou sud-américain, lui aussi, il fonde, je dirais, son propos, ses contenus sur la valorisation de la dimension individuelle. On dit souvent d'ailleurs, et je vais donner tout de suite la parole à Ludovic pour préciser souvent ce terme d'américanisation et les limites aussi qu'il faut y apporter, mais pour ce qui est justement de la projection des industries culturelles, notamment chinoises, indiennes aussi, dans d'autres mesures, on dit souvent que ce qui limite précisément leur capacité à se projeter et à conquérir des marchés qui ne sont pas ceux, disons, sur lesquels ils se sont initialement déployés, c'est précisément qu'ils n'intègrent pas ce qu'a réussi le cinéma américain, des valeurs qui sont des valeurs véritablement universelles, en tout cas qui peuvent parler universellement, autour justement de l'individualisme, autour de la liberté, autour du progrès, etc. Et du coup, il y a une incapacité relative, disons, à donner du sens au-delà ou en dehors de leurs frontières nationales. On le dit pour l'Inde, on le dit pour le cinéma chinois, bon, dans une certaine mesure, c'est un peu la même chose. Peut-être sur l'américanisation, oui, deux remarques là-dessus. Je pense que évidemment, il faudrait être singulièrement idiot pour lier le fait que la culture américaine se diffuse évidemment sur des aires extrêmement vastes, mais le terme d'universel n'est à mon avis pas approprié, ni en 1962, ni aujourd'hui. Et alors vous parliez du cinéma indien, du cinéma chinois. Bon, je veux dire, Hollywood, dont on dit à l'envie qu'il a 90% du marché mondial, ce n'est pas vrai. La première industrie du cinéma mondial aujourd'hui, c'est le cinéma indien, c'est pas le cinéma hollywoodien. Il ne s'exporte pas au-delà de ses frontières. Au-delà, mais sauf qu'il s'exporte dans tout le sud-est asiatique qui contient 30% de l'humanité, plus peut-être. Sauf que les chiffres, c'est 80% du marché mondial du cinéma qui est quand même détenu par Hollywood. Oui, alors je suis pas sûr que ces chiffres, en fait, leur validité soit, à mon avis, sujet à caution, parce que les États-Unis aient 80% d'un certain nombre de marchés nationaux, ça c'est très clair. Qui est 80% du marché mondial, je suis plus dubitatif parce que. C'est les chiffres que l'on dit en tout cas. Oui, que l'on dit, mais je les pêche aussi ces chiffres-là, et ce que je remarque, c'est qu'on n'arrive jamais à trouver une référence précise pour les appuyer. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé, mais je ne demande pas mieux qu'on me la donne. Mais le premier cinéma du monde en termes de nombre d'entrées et en termes de nombre de films produits, c'est Bollywood. Enfin, Bollywood, en fait plein de Bollywood, mais c'est le cinéma indien. Par contre, le cinéma américain est évidemment le premier du monde en termes de profit, mais pas en termes de nombre d'entrées et pas en termes de nombre de films produits. Et le deuxième du monde, c'est Nollywood en termes de films produits. Hein. Donc alors, évidemment, là, en termes de nombre d'entrées, le gain on est évidemment beaucoup moins important, mais tout ça pour dire que, à force de présenter un cinéma hollywoodien qui serait évidemment un espèce de rouleau compresseur, on oublie qu'il y a... Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Inde, qui est quand même un pays d'1 milliard d'habitants maintenant, plus, c'est complètement désaméricanisé au niveau du cinéma à partir des années 30. L'essor de Bollywood est exactement parallèle à celui d'Hollywood, et l'essor de Bollywood a éjecté le cinéma américain du marché indien à partir des années 40. Donc, je suis entièrement d'accord pour dire que la culture américaine est évidemment planétaire, mais pas universelle, mais il ne faut pas oublier d'autres, je ne sais pas si on peut les appeler des contre-modèles, mais en tout cas d'autres formes qui sont elles-mêmes extrêmement massives, parce que le cinéma indien, c'est pas seulement l'Inde, c'est tout le sud-est asiatique en réalité. Hein. Donc là, quand tu dis elle ne réussit pas à incarner des valeurs individualistes, etc., là, pour le coup, il faut faire attention au point de vue européocentré, parce que tout le monde asiatique ne fonctionne pas sur les mêmes modes. Or, il représente quand même effectivement une partie massive de l'humanité, avec des productions qui sont elles-mêmes extrêmement massives aussi. Donc qu'il y ait des dispositifs techniques universels, ça tu le disais, je suis entièrement d'accord, et là ils sont à peu près les mêmes partout, peu ou prou, mais ceux qu'on met dedans, c'est extrêmement différent. Et moi je vois quelque chose de plus segmenté quand même. Il y a quand même une aspiration qui est commune quand même à tous les émergents, à toute la population des émergents, c'est quand même l'aspiration à la consommation.
Oui, Et quand on prend la Chine, mais individualisme et consommation sont deux choses différentes. pour moi, ça va- Individualisme et consommation pour sont moi, deux ça choses va de différentes. pair. Ah. C'est justement la force du capitalisme culturel qu'avait dénoncé l'école de Francfort, mais le capitalisme culturel suscite l'envie de consommation chez les spectateurs, chez les consommateurs. Enfin, pour moi, vraiment, c'est un élément, enfin, Morin insistait beaucoup sur cet aspect de consommation qui est au cœur de la lui appelé culture de masse à l'époque, ce qu'on peut appeler culture au monde aujourd'hui. Et en tout cas, quand on voit la Chine, qui aujourd'hui, la Chine, ça tient sur quoi? Ça tient sur l'aspiration à la prospérité. Le jour où la prospérité chinoise calera, là, il y aura des gros problèmes, sans doute politiques, en Chine. Mais tant que la prospérité est là, les Chinois adhèrent au régime. Et donc, il me semble que cette aspiration à la consommation, ça a une dimension vraiment, je vais dire malheureusement, peut-être, mais c'est assez universel. Ah, ça, je dis pas, c'est pas, ça, je suis assez d'accord, à mon avis, on sera d'accord là-dessus. Je parlais sur la dimension universelle, disons, d'abord de la culture, parce qu'en plus, comment dire, là où à mon avis, on est assez d'accord sur le fond, mais c'est sur l'idée d'une culture monde. Ça, c'est dessus que moi que j'analysais. Par contre, vous parlez de plusieurs cultures monde, je pense qu'on appelle différemment des choses assez semblables. Oui, ici, se mettre d'accord sur les mots, mais avant d'être d'accord sur les mots, je rebondis sur ce que vous avez dit sur les guerres mondiales. Effectivement, si Ali Aglan et moi avons appelé la Seconde Guerre mondiale en cassant la chronologie européenne, non pas 39-45, pas 37-47, si on appelle ça guerre mondiale, peut-être pour la différencier de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale était vraiment mondiale, oui. La Seconde Guerre est plus que mondiale. C'est-à-dire que c'est pas seulement le monde entier qui est concerné, mais dans la Première Guerre mondiale, le monde entier était concerné par les colonies, et les colonies étaient dans le système guerre de 14-18, encore dans le système colonial. C'est le cas aussi pour la seconde. Et pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce parce que la France a été vaincue, que les Pays-Bas ont été vaincus, qu'il y a une distorsion entre empire et métropole, etc. D'autre part, la guerre d'Asie et du Pacifique est à une place énorme pour ce conflit, ce qui n'est pas le cas de la première. Donc il y a vraiment donc, des connexions beaucoup plus importantes. Et du même coup, guerre monde, pourquoi? Parce que la guerre étant un monde en soi. Voilà. Et on pourrait poser la question, est-ce que culture monde, ça veut dire aussi un monde en soi, peut-être imaginé, hein, Alors, pour en revenir au terme, quand je disais qu'universel et mondial, c'est pas la même chose, j'ai l'impression que, mal entendu, moi, je n'ai pas la même distinction que vous. Pour moi, universel, c'est un peu un terme philosophique, et pas géographique. Alors que mondial, bon, bah, c'est géographique. Et donc, je pense qu'effectivement, la culture américaine est une culture universelle, ou en tout cas aspirant à l'universel. Hein, et du coup, ça produit ce processus hein, qui fait que, même si la culture monde n'est pas que la culture américaine, il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Ce processus d'américanisation, là, je vais répéter ce que Ludovic a écrit et réécrit, etc., c'est que c'est un processus qui n'est pas uniquement unidirectionnel, qui fait le retour aux États-Unis. Donc l'Amérique elle-même est objet de ce processus d'américanisation, parce que l'américanisation, en traversant le monde, se transforme, se métamorphose avec des phénomènes d'hybridation, et ça revient aux États-Unis. Ce qui est intéressant, parce qu'on parlait de l'Asie, etc., il n'y a pas que Coca. Prenez la politique de McDo. Il y a une géographie à faire des McDo. Quand vous allez au McDo de Pékin, ça n'a rien à voir avec un McDo américain, ça n'a rien à voir avec un McDo français, ça n'a rien à voir avec un McDo russe. Et vous sortez que même du McDo. Il y a encore d'autres termes, comme au McDo, je ne suppose pas qu'ils aient théorisé, comme au McDo a réfléchi à ces phénomènes d'hybridation, de métissage, etc., qui fait que dans le McDo à Pékin, pas loin de la place Tiananmen, bon, le chinois s'y reconnaîtra quand même, etc. Si, ils y ont pensé. Ah bah oui, c'est pensé. Non, mais bien sûr, c'est pensé. Non, ils n'ont pas théorisé, n'est-ce pas? Oui, c'est pensé, bien entendu, bon, voilà, etc. Prenez les autres phénomènes d'américanisation. Qui est plus américanisé, les Japonais ou les Chinois? Pas si simple. Je prends un truc idiot.
universitaire, vous allez dans un colloque japonais, c'est à l'européenne comme ça l'était avant. Mais même en Europe, c'est plus comme ça. D'abord, il n'y a plus de femmes, ou très peu, ils sont tous en cravate, c'est quand même pas un costume traditionnel japonais. Vous allez en Chine, même chose, c'est pas des traditionnels, mais ils sont un peu comme nous, on s'est américanisé, il n'y a plus de cravate. Je veux dire, de ce point de vue, l'universitaire chinois est plus américanisé que l'universitaire japonais, etc. Time et Newsweek, ça n'existe pas, évidemment, en Chine. Mais là, pour les raisons que vous comprenez, ça existe au Japon. Oui, mais en japonais. Pas en anglais, en japonais. Donc vous voyez comment chacun, je veux dire, en Europe, vous avez Time Magazine, l'édition originale, etc. Donc chacun, comment dirais-je, nationalise. C'est pour ça que les cultures nationales, à mon avis, je suis d'accord avec toi, le concept même homogène n'existe pas. pas. Mais en revanche, nationale. voilà, de ce point de vue, ça existe encore. C'est donc tous ces phénomènes d'hybridation qui sont intéressants. C'est ça la force de la culture monde, c'est d'être justement. Et ça n'existait pas du temps des colonies, si j'ose dire. Ça n'existait pas du temps de l'européanisation au sens colonial du terme. Moins. Je ne dis pas que les Britanniques n'ont pas emprunté le polo aux Indiens, etc. Il y a des phénomènes, je dirais, un peu marginaux par rapport à ce qu'a inventé, pas forcément l'Amérique, ce qu'a inventé l'américanisation, qui, je le répète, n'est pas que américaine. C'est ce que Roland Robertson avait théorisé dans les années 90 sous le terme de glocal, c'est-à-dire effectivement une adaptation au marché local, marchés locaux, qui peuvent être du global, de stratégie globale, mais qui peuvent, pour être efficaces, sont obligés de prendre en compte effectivement les particularités des populations. Oui, non, quand je dis que les cultures nationales n'existent plus en tant que telles, c'est-à-dire que quand on rentre vraiment dans la façon dont les produits culturels se font, et ça, c'est quand même, à mon avis, un des problèmes de l'histoire culturelle qui finalement souvent tourne autour de ces objets sans rentrer vraiment dedans, avec toute une série d'arguments qui sont extrêmement bons, mais qui finalement va souvent parler des pratiques, des sociabilités, etc. Mais les objets eux-mêmes, sous prétexte qu'on n'est pas historien de l'art, qu'on n'est pas musicologue, qu'on n'est pas spécialiste d'études filmiques, on ne va pas rentrer dedans. Mais au fond, quand on regarde